Une vie pour le cinéma, c'est publié chez Grasset. Et Marie-France Leclerc vous a aidé, cher Jean-Jacques, à faire tout cela. Je vais me permettre, pour commencer, de lire ce que vous avez choisi de mettre en exergue du livre, parce qu'au fond, peut-être que ça pourrait bien raconter tout ce qu'il y a là-dedans. Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. Que les acteurs veuillent jouer, on n'a pas besoin de leur écrire. Pourtant, on écrit plein de choses dans les contrats d'acteurs. Hein. Ça, on ne l'écrit pas a priori, ils sont là pour jouer. Est-ce que les réalisateurs sont là pour jouer aussi? Je crois que tous les métiers de création sont des jeux d'une certaine manière. D'ailleurs, très souvent, je suis sûr que dans vos moments de repos, vous faites du dessin, de la musique, quand on regarde cette espèce de tempérament, et tout ça, c'est ludique. Et je crois que dans nos métiers d'invention, c'est des trucs d'enfant, vous savez, l'invention. Quand on est petit, on a envie de construire des châteaux de sable. Je téléphone le soir à Los Angeles et je dis « j'ai besoin d'une autre journée, s'il vous plaît ». Alors on me dit, le fil il rigole, il me dit « est-ce que tu sais combien a coûté ta journée ?» Je n'ai pas la moindre idée. Alors il me dit $1 million. Alors là, je me suis rendu compte que j'avais joué pour $1 million. Et finalement, je pensais que c'était un jeu un peu cher, et j'ai dit, écoute, alors d'accord, je vais me débrouiller au montage. Je me suis débrouillé au montage, et j'ai... Enfin, c'est pour vous montrer, il y a une espèce d'innocence de fou furieux, où je dois vous avouer que je ne me rends pas compte. D'abord, la plupart du temps, je ne sais pas exactement le budget de mes films, je ne sais pas combien est payé mon acteur. Alors, des fois, j'apprends, waouh, $15 millions, tu as donné? Ah, bah alors... Brad Pitt, 15 millions, ah ouais, non, d'accord. Mais moi, je ne parle pas à un mec qui gagne $15 millions, je parle à un gars qui est sur le plateau, que je dirige. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de, comme ça, d'enfance. C'est-à-dire que les enfants, ils ne savent pas combien ça coûte le jouet. Bah, moi, je dois dire que c'est un peu pareil. Et voyez, pour finir sur ce sujet, je me souviens un jour, quand je tournais L'Amant au Vietnam, j'avais fait refaire un village, j'avais passé de la terre sur la route, j'avais coloré les eaux du Mékong pour qu'elles soient marron, c'était pas la bonne saison, les eaux étaient vertes, c'était pas bien. J'avais fait construire un bac et les véhicules qui étaient dessus, donc c'était quand même moyen. Et puis, j'étais en train de mettre en scène ma jeune fille sur le bastingage et la voiture, la limousine qui arrivait derrière. Puis il y avait, je ne sais pas quoi, la limousine ne démarrait pas, donc d'un seul coup je me retourne de l'autre côté, comme ça, et je vois de l'autre côté du Mékong un parking. Et je compte les camions. Il y a 180 camions, et c'est le parking qui a été fait au Bulldozer pour mon film. Et je me dis, mon Dieu, mais combien de spectateurs il va falloir faire pour rembourser ça? Et comme je n'avais pas la réponse, je me suis dit, eh ben, je ne vais pas calculer, parce que c'est pas mon boulot. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que la scène soit bien et de bien diriger mes acteurs. Donc, j'ai tourné le dos au parking, et depuis, je tourne le dos au parking. Voilà, résumé, tout ce que vous allez trouver 1000 fois dans le livre que nous avons la chance d'avoir pour discuter aujourd'hui, Jean-Jacques, parce que ce qu'on trouve évidemment dans l'ensemble des différents tournages que vous nous racontez, c'est ça, puissance, je ne sais combien. Alors la question c'est ça, est-ce qu'il faut une extraordinaire énergie? Est-ce qu'il faut une confiance en l'être humain tout aussi exceptionnelle? Est-ce qu'il faut avoir de la chance? Je pourrais prendre l'exemple de ce producteur sur le nom de la Rose qui est en train de se ruiner sans rien vous dire. L'immeuble dans lequel vous avez rendez-vous régulièrement ne lui appartient plus étage par étage parce qu'il est en train de vendre pour continuer et qu'il ne veut surtout pas que ça vous perturbe. C'est ça la question, c'est est-ce qu'il faut croire en sa bonne étoile pour mener tout cela jusque sur l'écran, jusqu'au succès, puisque les gens viennent vous voir parce qu'ils ont adoré les films? À quoi ça tient? Alors là, effectivement, c'est une très très bonne question à laquelle je ne sais absolument pas répondre. Mais qu'est-ce que je pense de tout ça? Attends, dans l'ordre, t'as dit quoi? Alors, dans l'ordre, on va prendre les acteurs. Prenons d'abord les acteurs, parce que vous citiez à l'instant Brad Pitt. Brad Pitt, il vient vous voir pour ce temps, et il vous dit « Je ne suis pas un très bon acteur, mais je vais le faire à fond, le film. Oui. » Déjà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais on est très touché. Moi, je suis très touché.
effectivement, cette rencontre avec Brad avait été tout à fait étonnante parce que je ne lui avais pas envoyé le scénario moi, j'avais fini mon scénario un vendredi. À l'époque, il n'y avait pas Internet, on fait des photocopies, on avait donné une au patron du studio, c'était Columbia, l'autre à mon agent, et puis le troisième au responsable de mon film futur. Donc je donne ça le vendredi, et le samedi à midi, l'un des plus célèbres agents de Los Angeles m'appelle en me disant, écoute, il y a Brad qui voudrait te rencontrer, il adorait le scénario. Je lui dis, mais Brad qui? Alors il me dit Brad Pitt, et à l'époque Brad n'était pas aussi célèbre que maintenant, mais c'était quand même un acteur qui était tout à fait dans la... Il était comme une fusée qui montait vers le ciel, et j'ai hésité parce que je n'avais pas du tout réfléchi à ce stade de l'écriture qui pouvait jouer dans le film. Donc, bon, je suis toujours d'accord pour rencontrer un acteur parce que c'est mon métier. Donc je dis oui. Je dis, quand est-il libre? Il me dit lundi. Bon, je dis oui, est-ce que tu es libre à déjeuner? Je dis non, mais je peux le voir avant. Et en fait, j'étais libre, mais je dis non, je serai libre à midi, on peut prendre un petit apéritif, et puis après... Alors il me dit, ça tombe bien, parce que Brad aussi a un rendez-vous. Et Brad, effectivement, arrive, et avec une incroyable gentillesse, une incroyable modestie, me fait des compliments d'ailleurs plus marqués que ceux que je révèle dans le livre, et puis je ne veux pas trop le dire, parce que ce genre de truc passe mal, si vous voulez. Mais moi, ça m'a incroyablement touché, et effectivement, ce qu'il m'a dit là, qui était grosso modo, moi je souhaite faire le genre de film que vous faites, et bien figurez-vous qu'à 7h du soir, on était encore à table. Et que ce rapport-là, il a été sincère, et qu'on a travaillé pendant un peu plus d'un an et demi ensemble. On n'a pas eu une seule fois un mot plus haut que l'autre. C'était très attendrissant parce que Brad, à l'époque, il n'était pas très à l'aise avec la presse. Il avait mis sur contrat qu'on devait faire toutes les interviews ensemble. Et comme on a fait une quinzaine de pays ensemble, avec dans chaque pays 3 villes et dans chaque ville une cinquantaine d'interviews, du coup, on n'écoutait plus du tout les questions. On se posait des questions tous les deux, parce qu'on n'avait pas eu le temps, pendant cet an et demi, de se poser des questions auxquelles on ne va pas penser pendant le tournage. Donc, si vous voulez, quand ça démarre bien comme ça, quand il y a une vraie raison, pour les uns comme pour les autres, moi j'ai été séduit par le cœur. J'ai senti que c'était quelqu'un qui avait un cœur formidable et une détermination formidable, qu'il avait vraiment envie de faire ce film. Et j'ai eu raison, nous avons eu raison de s'engager ensemble dans un film qui était compliqué, parce que la Chine a refusé que nous tournions en Chine, au Tibet, et puis nous avions fait des gros investissements en Inde. On a remis des studios en état, remis tous les hôtels du Ladakh, qui était la partie tibétaine de l'Inde. On a fait des investissements de l'ordre de 5 millions de dollars. Et finalement, sous la pression chinoise, les Indiens n'ont pas pu nous autoriser le tournage. Il a fallu que je transporte tout mon petit monde en Argentine, de l'autre côté du globe, à la même latitude et à la même altitude, mais à l'inverse, disons, du Tibet. Faire venir des Tibétains, reconstruire Lhasa dans une vallée des Andes, ouais, c'est un truc compliqué. Brad a été un partenaire formidable. Et après, on a tourné les scènes d'altitude au Canada. Je me souviens un jour, je ne comprenais pas, je l'appelais, et puis j'étais j'avais de la neige jusqu'à la ceinture, j'avais les caméras qui étaient prêtes. Je faisais une scène où lui et son partenaire étaient suspendus au bout d'un bout d'une corde d'alpiniste. Et Brad n'était pas sur le plateau. Donc je crie, Brad, d'un seul coup j'entends une toute petite voix. J'étais au bord du précipice, il était au bout du fil, se balançant dans le vide depuis 3/4 d'heure. Il disait rien, il était content. Et c'est une scène infiniment dangereuse, moi j'avais la trouille. Quand je regardais vers le bas, il y avait 300 mètres de dénivelé, une tour Eiffel. Et voilà, si vous voyez, on parlait du jeu tout à l'heure. Lui aussi ça l'amusait finalement. Parce qu'avant on était allé dans les Dolomites, faire de la varap, j'avais mis entre les mains du guide de montagne avec lequel j'avais travaillé pour l'ours. Vous voyez,
donc des vieux souvenirs, tout un tas de trucs. Comment vous dire? Oui, c'est gai tout ça. Alors c'était la première partie sur les acteurs, on va regarder la deuxième partie sur construire autre chose. Et là pour le coup, il y a un nombre incroyable d'exemples que vous connaissez, puisque vous avez vu Le Nom de la Rose, puisque vous avez vu L'Amant, puisque vous avez vu L'Ours, puisque vous avez vu la transformation des éléphants en mammouths, parce qu'a priori vous n'en avez pas des mammouths, il a fallu en fabriquer normalement. Lorsque vous imaginez le film, si vous l'imaginez lorsque vous l'avez dans la tête, et que vous devez essayer de transformer en image, et pas en numérique, hein, le transformer avec des vrais décors, ça change énormément les choses. Quel plaisir on prend à faire cela, et en même temps, peut-être évoquer un petit peu les difficultés qu'il y a à faire cela. Transformer, voilà, ces images concrètement en décor, en lieu où on peut tourner. Écoutez, ça c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est-à-dire quand je réfléchis au film que je veux faire, je vois des personnages dans des décors. La plupart du temps, je ne trouve pas le décor, donc je le construis à ma manière, à ma façon. Et je me souviens d'un détail, parce que c'était la première fois un peu que ça m'arrivait à ce point-là. J'étais en train de régler une scène avec Sean Connery sur Le Nom de la Rose. J'étais au pied du monastère que j'avais fait construire en périphérie de Rome, qui était le plus grand décor construit en Europe depuis Cléopâtre. Vous voyez déjà le genre. Il y avait des figurants qui poussaient un chariot que j'avais fait construire comme un modèle d'époque, où il y avait des envoyés du pape qui étaient tous habillés avec des costumes que nous avions fabriqués, et non seulement les costumes, mais les tissus des costumes. Bon. Et puis, j'avais la scène avec le jeune homme, Christian Slater et Sean Connery qui montait, et soudain je prends la radio et je demande qu'on me change la couleur du ciel et qu'on fasse des nuages noirs. Et puis d'un seul coup, je m'aperçois que tout ce qu'il y a dans l'image, c'est un truc qui sort de mon désir d'enfant, en disant non, je veux que la tour elle soit plus haute, elle soit plus grise, changez-moi la végétation parce que là c'est de la bruyère, je veux des fougères. Sean Connery, on va l'habiller avec une robe de bure, mais je veux qu'elle soit marron, donc il faut changer. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas un seul détail qui ne soit pas fabriqué selon, j'ai envie de dire, mon caprice. C'est pas un caprice, c'est que d'un seul coup c'est une cohérence. C'est-à-dire que je souhaite que ce soit comme ça, parce que c'est comme ça que je l'ai vu, pour vous le donner à vous. Hein, c'est pas pour mon désir personnel. Si, aussi. Mais en tout cas, c'est quand même dans un esprit de transmission. Et ce jour-là, ça m'avait assez charmé en me disant, mais alors c'est quand même incroyable. Tout ce que je peux voir là, je l'ai fait fabriquer. Et quand je vous parle, même la végétation, mais dans l'ours par exemple, j'ai tourné dans des paysages formidables, au Canada, en Autriche et en Italie. Mais la végétation, elle était apportée par des camions, j'avais 5 ou 6 camions, des Smirnoff, qui m'apportaient les sapins, qui m'apportaient la bruyère, qui m'apportaient les fleurs, pour une raison, c'est que les très beaux décors que j'avais choisis, ils étaient généralement piétinés par mon équipe considérable qui amenait l'ours, les cages, les dresseurs. Il fallait ensuite masquer les piquets de l'enclos, puisque les ours, on ne peut pas les laisser libres. Donc il fallait qu'il y ait un enclos, vous savez, comme les enclos qu'on a pour les moutons ou pour les vaches. Mais pour cacher les piquets, il fallait des arbres. Donc pour avoir des arbres, il fallait que je les amène, qu'on les achète chez les pépiniéristes, qu'on les plante, et après, évidemment, qu'on les enlève, qu'on relaisse l'endroit dans l'état dans lequel on l'avait trouvé. Donc si vous voulez, et tout ça, évidemment, dans le but que ça semble incroyablement naturel. Donc, il y a cette notion, oui, de jeu, effectivement, au service d'une histoire. Et dans ce travail que j'aime, c'est vrai que j'adore tout fabriquer. Là, je viens de faire une série que vous avez peut-être vue, qui est passée sur TF1, qui s'appelle La vérité sur l'affaire Henri Kébert. J'ai fait construire une maison à 800 km de Montréal, sur une plage. J'ai fait, je crois, peut-être 20 000 km pour trouver ce lieu. Et quand j'ai trouvé ça, oui, on l'a fait construire, c'était très 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 loin, mais c'était très très beau aussi. Donc finalement, j'ai trouvé le financement. Mais là encore,
il y a des bagarres. Parce que vous avez toujours quelqu'un qui vous dit, mais attends, je comprends pas, il y a une plage près de Montréal. Oui, la plage près de Montréal, de l'autre côté, il y a une usine, il y a des bateaux qui passent sans arrêt, etc. Donc il faut se battre, évidemment, pour obtenir ce dont on rêve. C'est un risque, parce que si on se plante, on ne travaille plus jamais. Et vous n'évitez pas, c'est-à-dire qu'avec une grande franchise, Minor, L'Or Noir, qui ont été des échecs, vous les racontez précisément. Comment on se sent lorsqu'on a mis autant d'énergie, lorsqu'on a mis autant d'argent, lorsqu'on a convaincu des acteurs, lorsqu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour que ce soit, et puis qu'on a eu des gros succès, que d'un seul coup ça se met à plus marcher. Ah non, mais vous savez, quand on fait ce métier, on joue à la roulette russe. Donc on sait depuis le départ. Moi je dis jamais à mes producteurs qu'ils vont gagner de l'argent. Je leur dis attention, vous risquez de perdre beaucoup. Hein. Mais ce que je trouve, c'est que beaucoup de mes confrères en France, ils vont voir des producteurs en leur disant, alors, vous savez, moi j'ai un petit film, pas cher, avec des inconnus, ça ne va pas vous coûter beaucoup, etc. Et moi je préfère dire, attention, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup, on va peut-être faire quelque chose de rare, et puis on va peut-être se planter. Et finalement, les joueurs avec lesquels j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler, ils sont d'accord. Je raconte une petite anecdote. Quand je préparais l'ours, évidemment, on ne pouvait pas le financer seulement en France, donc quand j'allais dans les studios américains, alors, hey JJ, alors, who's playing the bear? Qui joue l'ours? Alors, je disais, un ours. Oui, mais alors, dans la peau de l'ours, il y a qui? Je disais, la chair d'un ours. Et il me disait, mais il parle. Je dis, non, non, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je fais, ah oui. Bon, alors vous dites, mais ça va être un ours mécanique alors? Et non, un vrai. Bon, déjà, on est à des années-lumière. Claude Berry est quand même finalement d'accord pour faire le film. Et je me souviens dans son bureau, enfin, dans le couloir, avec mes bagages pour partir en Autriche tourner le film. Il me regarde, il me dit, chérie, j'ai un truc à te demander. Il appelait tout le monde chérie, vous inquiétez pas. Donc, chérie avec un homme quand c'est une fille, chérie, bon, chérie. Donc, chérie rentre dans le bureau, il s'assoit, il me dit, assieds-toi, regarde-moi dans les yeux. Il me dit, est-ce que tu es sûr de réussir? Je le regarde dans les yeux, je lui dis, non. Il me regarde bien fort et il me dit, alors on y va. Voilà, j'ai vécu ça. Mais voilà, donc, si vous voulez, le rapport, allez voir un producteur en lui disant, c'est un petit truc moyen qui ne va pas vous coûter. Non, on ne fait pas rêver comme ça. Je crois que, enfin, moi, mon métier, c'est d'essayer, au contraire, d'être dans un truc qui va être compliqué, oui, qui va être unique. Mais je pense que la création, c'est forcément l'innovation. Donc si vous ramenez avec un film qui ressemble à un autre, déjà vous êtes perdu. Si vous ramenez avec un projet qui ne ressemble à rien, on va vous dire, mais c'est impossible, il n'y a pas de preuve que ça va marcher. Mais, attendez, l'art, la création, comment être sûr que ça va marcher? Vous faites un prototype, peut-être que le prototype d'avion ou de voiture, il ne va pas voler. La preuve, on a vu des compagnies importantes, ils ont fait des avions qui n'ont pas volé. Donc, il y a ce risque inhérent à tout travail artistique, je pense. Et il faut un peu des gens inconscients, comme nous sommes un peu tous. Moi, je connais énormément de mes confrères. Je crois qu'on a tous ça en commun. On est des farfelus, des rêveurs, des enfants. Ce qui serait très très intéressant, c'est que vous compreniez bien qu'à travers l'ensemble des films qui sont racontés, à travers concrètement comment on produit, comment on convainc les acteurs ou les producteurs que ça va être un vrai ours dans l'ours, il y a aussi une formidable leçon de cinéma qui est donnée par Jean-Jacques Hano dans le livre. Je vais vous prendre un petit exemple, il y en a plein, mais j'en prends un comme ça parce que c'est très intéressant de voir aussi comment on fait un film. Il nous explique que pour monter un film, il y a une bonne façon de le monter. Et la bonne façon de monter un film, c'est de le monter sur l'intention. Il cite ensuite François Truffaut. Dès qu'elle est indiquée, on passe à l'image suivante. Et vous comprenez là comment on trouve un rythme de montage de film et comment on va se servir de ce que vous avez en vous pour comprendre ce qu'on va vous montrer. Qu'est-ce que c'est, Jean-Jacques Hano, monter un film sur l'intention?
Oui, alors ça c'est une anecdote bizarre. Quand j'étais tout jeune metteur en scène de films publicitaires, je faisais à peu près un film par semaine, hein, c'était énorme. Et puis à une époque où c'était le début de la télévision, on était très peu de jeunes. Alors les jeunes, c'était en Angleterre, Alan Parker et Ridley Scott, et de l'autre côté de la Manche, c'était moi. On se partageait le marché publicitaire, on avait toutes les grandes marques qui, à l'époque, étaient d'accord pour consacrer des sommes hallucinantes sur des films publicitaires. Et un jour, j'étais en train de courir, de partir de chez moi pour aller à un studio où j'avais un décor en construction. Le téléphone sonne, je prends le téléphone, j'entends une petite voix discrète qui me dit « Allô, est-ce que c'est monsieur Hano ?» Je dis oui. Ici monsieur Truffaut. J'ai dit « C'est le marchand de graines ou c'est le cinéaste ?» Donc, je croyais que c'était un mec qui voulait que je fasse un film publicitaire pour les graines. Il me dit non, c'est le cinéaste, etc. Mais écoutez, voilà, je suis très embêté parce que j'ai vu votre rouleau de présentation. J'étais tellement intrigué que je l'ai passé beaucoup à la table de montage et puis j'ai déchiré certains de vos films. Je suis tout à fait navré. Vous allez être remboursé. Je me dis, mais quoi, attends, il y a Dieu qui est en train de m'appeler, moi. Je savais pas qu'il y avait une communication directe comme ça. Et Dieu me dit, j'aimerais beaucoup vous rencontrer parce que je ne comprends pas comment vous faites pour monter, parce que ça marche, mais je ne vois pas comment vous faites. Donc, j'accepte une invitation de François Truffaut, je vais déjeuner avec lui, et il me dit, mais alors, racontez-moi, comment vous racontez un truc en 15 secondes? Et je lui dis, écoutez François, voilà, moi quand je vois vos films, je vous cite un exemple de scène. Vous vous êtes impatienté, le repas dure un petit peu trop longtemps, vous vous excusez très poliment, vous dites que vous avez un rendez-vous, vous serrez la main de tout le monde, donc on va votre acteur faire tout ça. Ensuite, il passe la porte de la salle à manger, il rentre dans le couloir, la maîtresse de maison ouvre la porte, le remercie, il referme la porte, il appuie sur le bouton de l'ascenseur, il rentre dans l'ascenseur descend, on voit les 3 étages, il sort de l'ascenseur, il sort par la porte, ensuite il va retrouver sa voiture, et on le voit démarrer la voiture, et la voiture disparaît au coin de la rue. Alors je lui dis, il y a une autre façon de faire, c'est que sous la table, il est en train de manier ses clés, et je mets un gros plan sur les clés. Cut, il est chez lui. Eh ben, j'ai économisé 2 minutes de film, et je raconte la même histoire. C'est l'ellipse. Et donc, si vous voulez, j'ai dit, mais ça marche? Je lui dis, oui, ça marche. Parce que, bon... Et après, j'ai beaucoup revu François Truffaut, qui m'a beaucoup aidé, je veux dire, j'ai beaucoup de gratitude. Mais il venait d'une autre génération, et effectivement d'une génération où on était effrayé de se dire, mais alors, quelqu'un qui s'en va, au revoir, on le retrouve dans le train, mais il n'est pas allé à la gare. Bah, s'il est dans le train, il n'est pas monté en marche quand même. Donc, si vous voulez, voilà, ça, effectivement, c'est des choses qu'on apprend très violemment dans le film publicitaire. À faire vite. On a juste évoqué, parce que ça passe très vite, hein, les très très gros films. Je m'en voudrais, Jean-Jacques, qu'on ne parle pas, vous savez bien, de mon film préféré, qui s'appelle Coup de tête, parce que vous êtes aussi le réalisateur de Coup de tête. Tout ce qu'on vient de traverser, là, ça ressemble à ce que faisait David Lean quand il faisait ses grands films. Et Coup de tête ressemble bien à Brève rencontre, ce que faisait aussi. Et ce qui est très drôle, et vraiment, vraiment fascinant, c'est que dans Brève rencontre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faudra voir ça, un Brève rencontre de David Lean, c'est 2 amants qui pourront jamais être amants parce que la société les empêche d'être amants. Et dans Coup de tête, c'est exactement l'inverse. C'est 2 personnes qui n'avaient aucune chance d'être amants, et une société qui s'acharne sur eux et qui fait en sorte qu'ils soient tous les 2 dans la même voiture à la fin, quand ils s'en vont. Et je trouve ça renversé vraiment merveilleux. Comme si vous étiez capable de faire des contes de fées, même avec des histoires qui ne sont pas du tout des contes de fées. Non, mais ça, si vous voulez, ça c'était la première période de ma carrière. En film publicitaire, vous savez, on n'a pas la possibilité de faire de l'émotion. Parce qu'on ne peut pas émouvoir en 15 secondes. Ce qu'on peut faire en 15 secondes, c'est faire rire ou surprendre par un effet spécial spectaculaire. Donc ça, c'est possible. Mais j'ai eu la prudence de faire mes 2 premiers films, d'en faire des comédies satiriques. Le premier était une comédie qui se passait en Afrique en 1914 et qui était assez acidulée.
Et à l'époque, j'adorais le cinéma italien, j'aime toujours, mais il y en avait beaucoup moins de films qu'autrefois. Il y avait une époque extrêmement ahurissante dans les fins des années 60 et des années 70, où il y avait toutes les semaines, quasiment, un film italien brillant. Et j'aimais beaucoup, beaucoup la comédie italienne. Et après avoir fait mon premier film, je me suis embringué dans une histoire. Je voulais en fait raconter comment quelqu'un qui ne change pas est perçu différemment en fonction du succès qu'on lui attribue. Et j'ai raconté l'histoire d'un mec qu'on méprise, et puis finalement, par erreur, il reçoit le ballon contre son pied, et le ballon marque le but de la victoire, il devient un héros. Mais c'est le même mec. Et bizarrement, ça me venait de mon expérience en film publicitaire, parce que tout n'est pas rose. Comme je n'avais pas vraiment envie de faire des films publicitaires, j'étais d'une arrogance absolue. C'est-à-dire que quand le client n'était pas d'accord avec mon idée, je lui disais « ça vous plaît pas ?» Eh ben, au revoir monsieur, je prenais ma musette, je m'en allais. Il croyait que c'était une comédie. Non, je partais vraiment. Et après, comme j'exigeais d'avoir le final cut, le dernier mot, la plupart du temps, je crois que pendant des années, tous les films publicitaires ont été refusés. Tous. Mais tous ont finalement sont passés à la télévision dans la version originale et ils ont, pendant des années, tous obtenu au moins un grand prix. Et donc, j'ai eu une expérience, je me souviens, le tout premier film pour Orangina, c'est la bouteille Ponsky, j'ai fait tous les premiers films de ça. Figurez-vous que tout le monde à la salle de montage avait rigolé en voyant le film. On le présente à Bordeaux, le maire était Chaban-Delmas, Premier ministre de la France. On m'appelle Chaban-Delmas n'a pas ri. Bon, alors il faut que je refasse le montage. Ils se mettent à tripoter le truc pendant 1 mois et demi. Et puis finalement, ils s'en sortent pas. On passe le film tel que prévu. J'étais ostracisé. L'agence me détestait, me hurlait dessus. Le client était épouvanté de mon travail. J'étais un crétin, j'étais un jeune prétentieux. Je vous la fais courte. Festival de Venise, j'ai le Grand Prix. Les mêmes gens me portent en triomphe en me disant « Qu'est-ce qu'on t'avait dit? C'est formidable, tu as fait un travail magnifique. » Donc c'est tellement choquant, si vous voulez. Et donc, je préparais un film sur cette thématique qu'on avait située avec mon écrivain dans le milieu du football, parce que quel est l'endroit où on peut devenir une star mondiale en poussant le ballon avec ses pieds, des fois par hasard, et ça marque le but de la victoire. Ce qui était tout à fait étonnant, c'est qu'au moment de préparer ce film, pouf, moi qui ai fait un bide avec mon premier film, j'ai l'Oscar. Et les mêmes qui m'avaient dit que j'étais un con, y compris ma femme, se mettent à me porter en triomphe. Et ben, si vous voulez, voilà, j'ai eu envie de raconter ça, et dans le milieu du football, et ce film que nous avons écrit d'abord que j'ai écrit d'abord avec Alain Godard, et ensuite avec Francis Weber, que je respecte beaucoup, qui est, comme vous le savez, l'auteur de Dîner de con, par exemple, et de beaucoup de films de Pierre Richard. Voilà, tous les duos de Bardieu avec Pierre Richard. Voilà, c'est un écrivain de comédie formidable qui n'est pas suffisamment respecté, à mon avis, et qui le sera, comme l'est Michel Audiard, que je connaissais très bien à la fin de sa vie, et que tout le monde prenait pour un ringard. Bah, aujourd'hui, les gens se souviennent de Michel Audiard et repassent ses films avec bonheur. Donc je pense que c'est la même chose avec Francis Weber. Le temps passe. Est-ce que vous voulez bien qu'on prenne peut-être 2 questions dans le public avant de... Hein, on va essayer de faire ça. Alors, qui veut... mais alors, il faut vous précipiter. Voilà, allez-y. Si vous parlez fort, je pense qu'on va vous entendre. Bonjour. Merci d'être là déjà. Attendez, je ne sais pas si je peux pas vous passer un micro, pardon. Essayons. Ouais, oh, ça peut peut-être marcher. Ça va marcher. On va le faire. Ouais. Il faudrait juste passer au-dessus. Hop là. En dessous. Voilà, ça va aller là. Ah. Vas-y. Merci, monsieur. Allez-y. Oui. Alors, c'était pour la notion de risque que vous avez émise. On voit notamment beaucoup de réalisateurs francophones et français, jeunes réalisateurs, qui font des nouveaux films, qui sont des réussites commerciales et critiques. Je pense surtout à Julien Ducournau pour Grave ou anciennement Pascal Logier. Oui. Et qui disent après, dans nombreuses presses, qui se sentent obligés de partir aux États-Unis parce qu'on ne leur donne pas leur chance et surtout
la matière financière pour s'exprimer artistiquement. Il y a une dichotomie dans l'industrie cinématographique entre la promotion artistique et cette possibilité d'expression. Et vous qui avez eu cette possibilité internationale de s'exprimer, quel regard vous portez sur ça, sur cette nouvelle vague de génération? Mais si vous voulez, c'est un problème linguistique. C'est que le marché français représente 1,5% du marché mondial et que vous ne pouvez pas faire un film de la même taille, avec les mêmes vertus spectaculaires que les films qui ont un accès à 100% du marché. Et moi, pourquoi j'ai été obligé de m'exporter sans du tout le vouloir? J'ai essayé de monter La Guerre du Feu en France, impossible. J'ai essayé de monter Le Nom de la Rose en France, impossible. J'ai amené à vivre à Londres pour le premier film et à Los Angeles. Ensuite, le Nom de la Rose, j'ai été obligé de partir avec armes et bagages et vivre 2 ans entre Munich et Rome. L'Ours ne s'est fait que parce que Walt Disney et Warner étaient en concurrence et Berry a voulu récupérer le truc. L'Amant, j'ai été obligé de le faire valider par Columbia avant qu'on ne le produise en France. Je les ai produits en langue anglaise. Pourquoi en langue anglaise? Parce qu'on ne peut pas emmener un acteur qui ne parle pas l'anglais à un 20h. Parce que le temps de traduction, vous avez l'intervieweur qui dit « Oui, bon, d'accord, merci, alors voilà, allez voir le film, il est très bien. » Mais non, donc si vous voulez, il y a ce problème-là qu'on n'aborde jamais, parce que les gens ne veulent pas en parler. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a aujourd'hui 2 grands marchés. Il y a le marché anglophone et le marché chinois. Bon. Moi, j'ai fait un film en Chine, on fait 21 millions d'entrées, parfait. On n'a pas besoin on peut faire un film très cher et ne pas mettre son producteur sur la paille. Quand vous faites un film, si vous prenez le risque de faire un film français au-dessus de 10 millions d'euros, vous êtes déjà en très grande difficulté. Parce qu'en plus de ça, il y a eu un grand tournant avec la nouvelle vague. Beaucoup de jeunes metteurs en scène ont tué les anciens. Ils ont tué les Clouzot, les Carnet, les Houry. Ces gens-là faisaient un cinéma qui se vendait dans le monde entier. Et la nouvelle vague a décidé que c'était moche, que c'était horrible, la fameuse qualité française, il fallait oublier, il fallait faire des films où il n'y avait pas le point, où il y avait des acteurs et des actrices qui ne savaient pas bien jouer, qui étaient plutôt moches, et sur des histoires qui étaient tellement intimes que ça gonflait les gens. Pardon de dire ça, mais je le dis, je fais mon premier film d'école de cinéma, c'était un pastiche un peu ricaneur sur la nouvelle vague. Et c'était dans les années 60. Donc franchement, c'est pas nouveau ce que je dis là. Mais moi, ça a été un désespoir de voir le déclin de la percée, de la présence du cinéma français dans le monde. Et je dois vous dire un truc qui va peut-être vous effrayer, mais comme je voyageais beaucoup, je me souviens, un jour je suis à Sydney, et je vois, je ne sais plus, un des premiers films de Spielberg dans la plus grande salle de Sydney. Et moi, je me suis dit à moi-même, moi, je veux que mon prochain film il soit dans cette salle-là. Pas dans la petite salle d'arrêt d'essai, avec des gens aux cheveux blancs ou au crâne chauve. C'est pas possible. Et donc, si vous voulez, je me suis battu contre, vous le savez sans doute, beaucoup contre ma profession. Là, avant-hier, on me propose d'être président d'Unifrance Film, on m'a proposé d'être président de César, mais pendant toute cette période, on m'a jeté dehors, parce que je faisais pas les films qu'il fallait pour plaire à Libération. Non, je n'ai pas plu à Libération, c'est sûr. Donc, si vous voulez, là aussi, c'était un risque. J'ai pris le risque de faire ce qui me plaisait, et pas ce qu'il fallait faire pour plaire au petit comité qui fait la loi entre certains journaux parisiens. Oui, c'est un risque, évidemment. Donc, si vous voulez, le mal, il est beaucoup plus profond. Et une des réalités, et je cite là, Giordano, qui est actuellement secrétaire général, je crois, d'Unifrance Film, qui a fait un très bel article l'autre jour en disant « Il n'y a plus d'acteurs ». On ne peut pas aller dans un pays, aujourd'hui, avec une star française, parce que les gens ne savent pas qui c'est. Vous pouvez éventuellement emmener Carla Bruni en Chine. Oui, ça marche encore. Mais est-ce que les gens vont aller voir le film? Pas sûr. Mais en tout cas, vous avez une percée médiatique. Donc il y a un énorme problème. Et que plus ça va, plus ça se rétrécit, puisque les films sont de moins en moins chers par
la nécessité que les producteurs français ont imposé de faire en sorte que 60% des films coûtent moins de 2 millions d'euros. Mais comment voulez-vous que le public qui veut aller au cinéma pour se divertir, qui paye un ticket le même prix pour faire un voyage en bicyclette ou un voyage en supersonique? Car elle est là, la concurrence. Même si les gens savent que le film français est plus intelligent, mais ils pensent qu'ils vont se divertir mieux à l'autre film. Je suis désolé d'être iconoclaste comme ça, mais vous savez, comme j'ai de très bons rapports avec les services culturels français, les attachés culturels, ils s'arrachent les cheveux, ils ne savent plus comment vendre les films français. Ils sont désespérés. La littérature française se vend bien, la danse française se vend bien, la musique française se vend bien, la sculpture française se vend bien, le cinéma ne se vend plus. Voilà. Donc, plus ça va, plus c'est difficile. Et quand on est cinéaste et qu'on a envie, alors on peut faire des films formidables à très peu cher. Ça, c'est la vérité. Moi, j'adore le film d'Alain Cavalier, Thérèse. Ben, ça me plaît énormément. C'est une fille sur fond noir, donc c'est formidable. Ou Blair Witch. Blair Witch est fait en 16 mm, on est tendu, on a peur et tout. Donc, il n'y a pas... je ne suis pas en train de dire les films sont nécessairement chers pour être bien. C'est pas du tout ce que je dis. Mais on a oublié la notion de divertissement. Moi, quand je disais, il y a 30 ans, que j'étais dans l'industrie du divertissement, entertainment business, on me traitait de commerçant. Et moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie d'être entertained. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être émerveillé, j'ai envie de rêver, j'ai envie qu'on me transporte là où je ne peux pas aller ailleurs qu'au cinéma. Et c'est pas un crime. Ben si, c'est un crime. Donc il faut faire des films sur la difficulté d'être jeune, la difficulté d'avoir du travail, la difficulté d'être chômeur. Tout ça, c'est vrai que c'est des difficultés. Mais de faire essentiellement ça, vous savez, il y avait une petite illustration dans New Yorker qui disait la chose suivante, c'est que si vous voulez rater une soirée en draguant une fille, vous l'emmenez, ou un compagnon que vous emmenez au cinéma, allez voir un film français. Ah oui, mais ça ne fait pas de la publicité, ça, vous voyez. Donc c'est terrible. On devrait avoir 5 ou 6 vrais films qui peuvent voyager. Pour ne rien me cacher, j'étais avec, je ne sais pas si je vais pas le citer, mais l'un des patrons d'une des très grandes sociétés de distribution française, et je lui dis, est-ce que vous en êtes où des ventes à l'étranger? Il me dit, on ne vend plus rien. Et je dis, pourquoi? Il me dit, on n'est pas au niveau. Je ne sais pas insister. Il a quand même, lui, il m'a dit, les scénarios sont nuls et la mise en scène est déplorable. Bon. Alors voilà, on fait des produits qui ne se vendent pas. J'en reviens à Airbus. On vend des Airbus plus chers que les Boeing parce qu'ils sont faits très professionnellement. C'est confortable, on y va avec plaisir. Et moi je pense que si vous voulez, la racine du problème elle est là. Je suis content de répondre à cette question parce que moi je me suis battu, ça fait 40 ans que je me bats pour faire les films que je fais, mais j'espère qu'il y a une nouvelle génération qui va venir et qui va prendre le taureau par les cornes et qui va comprendre dans quel métier on est. Attendez, c'est un métier qui a démarré à la fête foraine et qui a, sans les succès en fête foraine, il n'y aurait pas de cinéma. Donc le cinéma, moi je vois bien, je suis aussi un enfant moi, quand je vais au cinéma. J'aime être ébloui, émerveillé, enchanté, ressortir en me disant oh, qu'est-ce que je suis jaloux, j'aurais adoré faire ce film-là. Oui, c'est ça que je cherche. Et non pas de me dire encore un film qui va se planter, ça me désespère si vous voulez. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, c'est déjà beaucoup. Ça a été le combat d'une vie. Si vous voulez. C'est exactement ce qu'il y a dans le livre. Alors, on va en prendre qu'une de questions, je suis désolé, parce qu'on n'aura pas le temps de signer les livres. Monsieur, allez-y. Monsieur, Deux petites questions en une. Je crois bien que vous êtes un ancien premier de la classe d'école de cinéma. Et donc, quel regard vous avez par rapport à ça, par rapport aux élèves d'école de cinéma d'aujourd'hui, en particulier à l'IDEC, je crois, vous étiez un ancien élève. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous êtes un grand technicien de cinéma. Vous êtes parti du 35 mm. Je crois que vous avez été un des premiers réalisateurs à faire des films en IMAX pour la Géode. Maintenant, c'est le numérique. Là, vous avez fait des séries. Le cinéma de demain est un petit peu sur les grandes plateformes de séries. Quel regard vous avez par rapport à ça et qu'est-ce qu'il faut en penser
par rapport à votre conclusion précédente, je pense qu'il y a quand même des choses à dire aussi là-dessus. Alors, attendez, la première question, c'était quoi? Sur l'école l'école de cinéma. Le problème, c'est que je n'étais pas seulement major de promotion à l'école de cinéma, j'ai été bon élève parce que je craignais de ne pas sortir de la petite rue où j'habitais. J'avais cette angoisse et j'ai pensé que la seule manière de changer mon destin, c'était des bons élèves. À tel point que j'avais, je crois, 8 ans, un jour je suis rentré à la maison en larmes, ma mère qui était très gentille me dit « Qu'est-ce qu'il y a mon chéri ?» Maman, je suis deuxième. Paf, paf, j'ai reçu 2 baffes. Et donc, oui, effectivement, j'ai traîné comme un poulet le fait d'avoir été le premier de la classe à l'école de Vaugirard, c'est chez Lumière, puis à la Fémis, et j'étais très jeune, et ça me traîne encore. Oui, on a beaucoup de mal en France à accepter des gens qui ne sont pas près du radiateur et qui jouent de la flûte. Moi, j'ai écouté mes professeurs, je suis reconnaissant vis-à-vis de mes professeurs. Pardon, c'est très démodé, mais je ne serais pas là devant vous si je n'avais pas été... si je n'avais pas écouté mes profs. C'est d'ailleurs mes profs qui m'ont foutu sur les plateaux. C'est grâce à eux. Moi, je connaissais personne. Je suis un môme de la banlieue. Comment voulez-vous que je connaisse? Je connaissais rien. Mais c'est mes profs, ils ont dit, il y a un petit gars là, il est courageux. Bon, voilà. C'était tout simple. Votre deuxième question? Sur les progrès technologiques. Alors, l'école de cinéma. Bon, j'en raconte une petite anecdote. Madame Juppé, la première femme d'Alain Juppé, était, à un moment, la présidente de la Fémis. Elle me baratine pour que je vienne passer une semaine à la Fémis faire des cours. J'étais à Los Angeles à l'époque, mais enfin bon, je me débrouille, je viens une semaine à Paris pour faire des cours. J'arrive à la Fémis. Il y a des affiches avec ma tête. Donc, a priori, on devrait être content. Non, il y a marqué en rouge, anneau égale succès égale danger. Je rentre dans l'amphithéâtre. Ouh, je me fais huer. Commerçant, tire-toi de là. Bon, alors j'ai envie d'écouter, chers amis. Moi, je suis un ancien élève de votre institution. Je comprends très bien que vous n'aimez pas mes films. Je ne suis pas là pour vous faire aimer mes films. Je suis là pour vous dire qu'on peut aller avoir fait des études dans votre école, dans notre école, et faire une carrière à Los Angeles en toute liberté. Menteur, vendu, pourri. Bon. Alors, je leur dis, écoutez, bon, dans ce cas-là, j'ai compris, je ne veux pas vous importuner, je m'en vais. Je prends ma musette, ils me disent, t'as pas le droit, t'es payé. Alors je leur dis, non, là, franchement, non, je ne suis pas payé, je m'en vais. Je raconte cette histoire assez fréquemment et j'attends que un de ces élèves, ils étaient quand même bien une centaine, et ça fait 20 ans, cette histoire, ou 25 ans, j'espère qu'ils ont réussi leur ambition, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu le succès. Je l'espère. Mais j'aimerais en discuter avec eux, franchement. Je ne dis pas ça pour faire le malin, mais oui, si on ne veut pas connaître le succès public, alors il faut le dire tout de suite, en disant, moi je veux faire du cinéma et jamais montrer mes films à personne, et je veux pas que les gens aiment ou apprécient ou trouvent mon film intéressant. J'aime l'échec. Très bien. C'est un combat que je respecte, mais voilà mon opinion sur les écoles de cinéma. On va devoir couper le